Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés je retrouve, j'ai envie de dire comme chaque semaine, notre Père Noël sans barbe ni moustache. Ho ho ho. Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifact et créateur du concept de Originals. Au sommaire aujourd'hui, un gros plan sur Fallout saison 2, la suite des aventures apocalyptiques de cette adaptation tirée d'une saga de jeux vidéo à succès. Vous retrouverez ensuite Gauthier pour sa chronique Les pieds dans le plat. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Gauthier ? Ouais, on va dire les vrais trucs aujourd'hui sur l'agenda un petit peu des plateformes et de la manière dont il se surcharge par moment et dont il est absolument vide à d'autres moments. En fait, on va essayer de parler de comment on aimerait que tout ça se fluidifie ? Oui, un petit peu. Voilà. Et ensuite, ce sera donc notre agenda, justement, qui fera écho aux 2 semaines qu'il reste jusqu'à la fin de l'année, celle en cours et celle à venir. Voilà, donc vaste programme. On vous a pas dit ça, mais on va faire une pause à un moment. Hein, c'est les fêtes, donc il y a un moment où on va partir en vacances, nous aussi. Ouais, on est sur l'avant-dernière émission. La prochaine émission, vous l'aurez justement dans la période des vacances de fin d'année. Et ce sera qu'est-ce qu'on regarde sur nos plateformes, le best-of de l'année, donc plateforme par plateforme, ce qui fait que si vous êtes abonné que à une, vous aurez votre petit moment de comme ça vous saurez dédié tout ce qu'il fallait pas manquer en 2025 et vous pourrez le rattraper puisque j'imagine que vous avez des vacances aussi. Voilà. En attendant, aujourd'hui, on revient sur notre émission et tout de suite, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinématiseur. Je rappelle que Originals est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous aimez Originals, si vous nous aimez à nous un petit peu, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, à liker, commenter nos épisodes un petit peu partout. On a besoin de tout votre soutien. Oui, et parlez-en autour de vous. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. et la plus écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Gauthier, ça vient de tomber. Ah, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoute, Berlin, de la Casa des Papel, bientôt de retour. Et... J'avais oublié qu'il y avait déjà un spin-off qui se passait à Berlin, c'est ça ? Et alors c'est surtout avec le personnage de Berlin, puisque rappelle-toi, chaque personnage a le nom d'une capitale européenne, enfin même mondiale. Oui, bien sûr. Donc alors, voilà, c'est qui déjà Berlin ? Berlin, c'est le... Alors je vais pas spoil pour ceux qui n'auraient pas vu la Casa des Papel, mais c'est l'un des personnages principaux, une sorte d'anti-héros qui fait partie des casses de la bande de la Casa des Papel, et il s'avère que c'est le chouchou préféré des audiences. D'accord. Donc, on a fait un spin-off sur lui. C'est des spin-offs préquels qui se passent donc avant tout ce qui se passe dans la Casa des Papel. Et cette fois, ça s'appelle La Dame à l'Hermine. Ça sortira au printemps prochain sur Netflix. Et évidemment, on retrouvera quoi ? On retrouvera Pedro Alonso dans un musée. Donc du coup, c'est Berlin et son équipe qui se retrouvent pour voler la fameuse Dame à l'Hermine, le célèbre tableau de Léonard de Vinci, dans un lieu unique, la magnifique Séville. Je vois plus la suite de mon message. D'accord. Voilà. C'est où à Séville ? Moi, je connais un peu Séville. Je pense qu'ils ont décidé que le tableau était genre prêté ou ce genre de choses. D'accord. C'est voilà. En tout cas, oui, c'est un tableau ultra connu, mine de rien. De Léonard de Vinci. D'accord. Alors, moi, j'aime bien l'idée d'un spin-off préquel parce que ça veut dire que c'est la Casa des Papel, mais c'est sur un seul personnage de la Casa des Papel. Avec des nouveaux. Et c'est une histoire qui n'a rien à voir avec la Casa des Papel, qui se passe avant la Casa des Papel. En gros, c'est presque plus la Casa des Papel. Hein, c'est juste le même personnage et on voit et on comprend un petit peu qui il est avant, ses motivations et pourquoi il va devenir ce qu'il est. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, il n'y aura pas El Professeur. Et non. Et non. Et a priori, non. Après, peut-être qu'ils s'étaient déjà croisés. Oui. Qu'est-ce qu'on a... mais ça vient de tomber. Ah ! Ça vient de tomber. Qu'est-ce qui vient de tomber ? Ça vient de tomber sur Prime Video. Prime Video, d'accord, ouais. Et Prime Video n'a pas eu trop mal. Puisque c'est le casting de la nouvelle saison de LOL qui ressort, qui est à pop cette semaine.
Et du beau monde, puisqu'on y retrouve déjà un concept qui change un petit peu, puisque Philippe Lachaud va accueillir cette saison des coéquipiers, des duos, qui seront évidemment liés dans leur élimination, mais qui pourront aussi travailler ensemble du rebond humoristique, puisque je rappelle genre Eric et Ramsey. Alors, oui, mais c'est des duos Stone et formés Chardin. pour l'occasion. D'accord. C'est des duos formés pour l'occasion. Chaque candidat dispose toujours d'une carte de joker, évidemment. Et à la clé, 150 000 € pour des associations qui seront dédiées à chaque duo. Ces duos, du beau monde qui revient et des nouveaux venus. Jérémy Ferrari avec Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Jonathan Lambert, Cadmerade et Marine Leonardi, Paul de Saint-Cernin et Elena Ngapetian. Et enfin, un trio composé de Guillaume, Alban Ivanov et Paul Mirabel, finalistes de la saison 4. D'accord. Il faudra peut-être que je finisse par regarder un épisode entier de ça un jour. Ça arrive quand ? C'est en janvier, c'est ça ? C'est en début d'année, tout à fait. D'accord. C'est juste, moi je sais pas si je t'avais déjà parlé de ça, mais moi, au fait, quand tu me montres un truc en me disant tu vas rire, ça éteint mon rire tout de suite, quoi. Je n'arrive pas à rire devant un truc qui me dit c'est drôle, tu vas voir, c'est drôle. On est à la 6e saison, je t'avoue que pour y avoir jeté quelques yeux, il y a des trucs qui marchent forcément. Toutes les saisons ne sont pas bonnes et c'est vraiment lié au casting. Ouais. Il y a des gens qui sont vraiment bons dans l'improvisation humoristique, des Jérôme Commandeur, des Pierre Ninet, ils font le spectacle, ils sont bons. Quoi qu'il se passe, il y a un moment, ils ont l'étincelle. Et puis il y a d'autres trucs qui tombent à plat complet, quoi. Et il y a d'autres trucs qui tombent complètement à plat. Donc voilà, ça dépend du casting et des sensibilités, bien sûr, par rapport au rire de chacune et chacun. Sinon, ça vient de tomber, Gauthier. Non. Ah oui. Et c'est tombé sur quoi ? Et c'est tombé sur Apple Vidéo. Ah. C'est tombé sur Il n'a Apple... pas eu de mal non plus. Il n'a pas eu de mal non plus, sur Apple TV. Elle Fanning. On voit qui c'est, Elle Fanning. Très bien, je l'ai interviewé, moi. Il y a longtemps, pour un film de Nicolas Winding Refn qui s'appelait... je sais plus. Voilà. Formidable intervention. Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, oui. Nicole Kidman, oui. Toutes réunies dans une série. Oui. Voilà. Ah oui, donc, c'est très bien. Ça s'appelle Margot a des problèmes d'argent et c'est la nouvelle comédie satirique de David Cayley. Alors c'est quoi ? C'est l'histoire de Elle Fanning qui incarne cette fameuse jeune Margot qui vient d'abandonner ses études et qui rêve de devenir écrivaine. Elle doit pourtant jongler avec sa vie de jeune maman et des factures qui s'accumulent. Et ses moyens sont particulièrement limités. Elle est entourée de Michelle Pfeiffer qui joue sa maman, ancienne serveuse chez Hooters, et de Nick Offerman dans le rôle de son papa, un ex-catcheur professionnel. Alors moi, de voir Nick Offerman en catcheur, je signe tout de suite. Oui, puis même tout ce casting, là, ça fait hyper envie. Ouais. On retrouvera aussi d'ailleurs Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano. Voilà, donc c'est du beau monde. C'est prévu en avril. On en reparlera bien sûr dans Originals. Ouais, et le film de Nicolas Winding Refn, c'était The Neon Demon. C'était en 2016. C'était au Festival de Cannes. Voilà, ça m'est revenu. C'est là-dessus que s'arrêtent nos news, Gauthier. Ouais. Je te propose de passer tout de suite au gros plan de la semaine. Cool. Cette semaine, on parle du retour de Fallout, une des meilleures adaptations de jeux vidéo sur le petit écran, avec sans doute The Last of Us ou Arcane. On retrouve les tronchambiers tels qu'on les avait laissés dans cet univers un petit peu rétro et post-apocalyptique à la fois. J'en ai vu des trucs. Many a tear has to fall. Des trucs dingues. Des trucs abominables. In the game. Des gens bien ? Jamais. Cette fille que j'ai rencontrée. All in the wonderful game. Moi aussi, je serais quelqu'un de bien si j'avais grandi dans une petite forteresse à l'abri de tout. Je passerais pas ma putain de vie à mentir, voler et tuer juste pour m'en sortir. Quand on aura retrouvé ton père, qu'est-ce que tu comptes faire ? Je compte le livrer à la justice. Ainsi, les gens savent que leurs actes ont des conséquences et ils ne perdent pas espoir. Les choses pour lesquelles on se bat. On raconte qu'à une époque, vous y avez cru, vous aussi. Ça fait 200 ans que je parcours les terres désolées. Si je suis toujours en vie, c'est pour une seule raison. Retrouver ma femme et ma fille. Il va te falloir des amis. Une guerre se prépare.
Ça se passe sur Prime, c'est sorti mercredi dernier, 17 décembre, et on a 8 épisodes au rythme de 1 par semaine. Alors je rappelle que la saison 2, elle reprend directement après les événements de la première saison, et on retrouve Lucie, la goule et les survivants à travers les terres désolées du désert de Mojave. Mojave, je sais pas comment il faut le prononcer. Mojave. J'aime bien Mojave. C'est dans l'Ain, ça. Et donc là, on va se rapprocher de la mythique ville de New Vegas, un haut lieu qui a fait vraiment les choux gras de un des épisodes de la saga de jeux vidéo. C'est une métropole post-nucléaire emplie de dangers, de factions rivales et de secrets enfouis. Et ce périple confronte évidemment les héros à de nouveaux alliés et de nouveaux ennemis issus de tout cet univers, alors que chacun poursuit à la fois sa quête personnelle au cœur d'un monde encore plus hostile et où tout va arriver à se croiser. Gauthier, tu as vu en avant-première quelques-uns des premiers épisodes. Ouais, les deux premiers. T'as vu les 2 premiers, t'étais à l'avant-première cette semaine. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, là, brûle pour point? Déjà, merci à Amazon de nous inviter à des événements comme ça, c'est sympa. Voilà des attachés de presse qui jouent le jeu et qui sont gentils avec nous, donc on les remercie. Déjà, est-ce que je me permets une petite anecdote pour nos auditeurs? C'est pas la première fois qu'on parle de Fallout, mais c'est la première fois que vous nous entendez parler de Fallout parce que Fallout était l'objet de notre tout premier pilote qu'on avait enregistré ici même. Et donc c'est un épisode. Il y a 2 épisodes que vous n'avez jamais entendus d'Originals, qui sont des deux pilotes, deux essais qu'on avait fait au fait. Et si on arrive à 500 follow, on les release. Exactement. Pour reparler un tout petit peu de ce dont je me rappelais de la saison 1 de Fallout, pour moi, Fallout, en gros, c'était une série donc post-apocalyptique, c'est-à-dire il y a eu une apocalypse nucléaire et les États-Unis sont devenus une espèce de grand désert un peu à la Mad Max. Et au fait, cette apocalypse nucléaire, elle a eu lieu dans les années 50. Donc, on est dans un futur où tout s'inspire un petit peu des années 50, comme si le temps s'était arrêté dans les années 50 et que depuis les années 50, en gros, les survivants vivent dans des gros abris sous terre. Ça, c'est les survivants qui ont de la chance. Et les survivants qui sont un peu des clodos et qui n'ont pas de chance, eux, ils sont restés à la surface. Et donc, je crois que la saison 1, en gros, c'est que dans un des abris sous terre, il y a le chef de l'abri sous terre qui se fait capturer et sa fille qui part à sa recherche. Et si je me souviens bien, à la fin de la saison 1, on a le droit de le dire, hein, c'est bon, elle est passée. À la fin de la saison 1, évidemment, on découvre que le papa qui a été capturé, au fait, c'est le grand méchant. C'est lui qui a manigancé, je sais plus vraiment quoi, mais c'est le grand méchant. Et sa fille découvre qu'il est grand méchant et qu'il faut toujours le poursuivre, non plus pour aller le sauver, mais pour l'arrêter. Donc on en est là. La saison 2 commence avec cette course-poursuite entre la fille et son père, mais ce n'est plus une course-poursuite pour sauver le père, mais pour l'arrêter. La fille, elle est interprétée par Ella Purnell. Ella Purnell qui a un physique trop chelou parce qu'elle a des très très grands yeux qui lui mangent le visage. Elle a un visage inoubliable. On l'a déjà vu dans Yellow Jackets, exactement. Notre bon vieux gag Yellow Jackets. La saison 3 est disponible sur Paramount+. Et le papa, le méchant papa, il est interprété par Kyle MacLachlan. Et Kyle MacLachlan, c'est le héros de ma série préférée Twin Peaks. Donc rien que parce qu'il y a Kyle MacLachlan, je kiffe suivre Fallout. Voilà à peu près où j'en suis au moment où je rentre dans la salle et où je vais découvrir les 2 premiers épisodes de la saison 2. Maintenant, pour répondre à ta question qui était pourtant simple, qu'est-ce que j'en ai pensé de ces 2 premiers épisodes de la saison 2 ? Alors j'en ai pensé que c'était tout à fait hyper cool à suivre, hyper bien produit. Ça a récupéré la qualité principale de la saison 1, qui est qu'il y a un effet waouh. Il y a vraiment un effet où tu te dis, c'est dingue que les séries aient tant de moyens maintenant. Si tu veux, les effets spéciaux sont parfaits, le bestiaire est spectaculaire. Il y a une scène avec des scorpions géants qui attaquent les héros, c'est super bien foutu. Même les zombies, même la goule, je sais pas comment ils ont réussi à maquiller Walter Goggins aussi bien, mais tout ça marche. L'univers, il est riche, tu vois qu'il y a plein de trucs à découvrir dedans.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est inspiré d'un univers de jeux vidéo, mais que ça n'adapte pas un jeu vidéo. C'est-à-dire que dans cet univers-là, qui est ce qu'il est depuis plus d'une dizaine d'itérations de jeux vidéo, ils ont récupéré ce monde-là et se sont dit on va inventer une nouvelle histoire dans cet univers avec ses codes, etc. Donc, comme tu disais, il y a cette ambiance un petit peu rétro-futuriste où on a de la musique de vieux crooners des années 50 sur des tourne-disques, mais à côté de ça, on a des armures qui fonctionnent à la propulsion nucléaire. Oui, voilà, exactement. Donc, c'est un peu les deux mélangés. Donc, ça fait quelque chose de vraiment qui a une identité propre. Absolument. Et qu'on retrouve rarement, même quand on voit de la science-fiction ou ce genre de choses. Oui, et c'est là où Fallout fait un pas de côté par rapport à ce qu'est The Last of Us, par exemple, puisque The Last of Us est une adaptation très très littérale du jeu vidéo, très premier degré. C'est rare que la série prenne des libertés avec le jeu vidéo, alors que Fallout, donc exactement comme tu le décris, ils ont récupéré l'univers du jeu vidéo, mais on le découvre sur un scénario qui est totalement original. D'autant plus que c'est le frère de Christopher Nolan, donc Jonathan Nolan, qui a la barre. Alors là, il a pris un peu plus de recul puisque là, il était vraiment hyper impliqué dans la saison 1. On rappelle que c'est quand même lui qui était derrière Westworld, donc on parle en termes de qualité de production, on en est quand même sur ce niveau-là. Et là, il a pris un petit peu de recul, mais on est quand même sur quelque chose d'assez sérieux. Cette année, c'est Geneva Robertson Dorett, qui avait déjà travaillé sur Hawkeye, et Graham Wagner, qui a bossé sur What We Do in the Shadows, qui sont vraiment showrunners et à la barre. Bah, tu vois, il est pas impossible que Fallout, pour le moment j'ai vu que les 2 premiers épisodes de la saison 2, mais c'est pas impossible que ça me fasse le même effet que la saison 2 de Westworld. Moi, Westworld, j'avais beaucoup aimé la saison 1, mais je dois reconnaître que plus on suivait les épisodes, plus ça devenait compliqué. Donc à la fin de la saison 1, la situation était compliquée, mais je la comprenais encore et je me disais « Ah tiens, j'ai bien aimé où cette série m'a emmené ». Mais pour la saison 2, tu reprends le fil là où c'était déjà compliqué et ça se complexifie encore. Et je te jure que c'est vrai, à la fin de la saison 2 de Westworld, je comprenais plus rien. Oui, la saison 2, elle a beaucoup fait parler aussi parce qu'elle partait un peu dans tous les sens. Ah ouais. Il y avait des reveals, que je voyais bien que c'était mis en scène comme des reveals, mais je comprenais pas. je me dis, mais tu sais, je sentais que je devais faire waouh. Et au fait, j'étais là, bon. Là, on se retrouve avec 3 destinées qui se croisent et s'opposent au gré des scénarios. On a donc cette aventurière, on va dire, qui a été coupée du monde, a vécu dans la projection de ce que pouvait être le monde d'avant et ce que doit être le monde de la surface. Mais elle a subi un entraînement parmi les plus drastiques et on la croit un peu godiche, mais elle est ultra balèze. Donc là, il y a un vrai truc qui tord le cou aux côtés de la jeune ingénue. Il y a ce personnage de la Goule dont tu parles, qui était un ancien comédien, communicant, qui a donné son image à ceux qui ont sans doute tiré les bombes. Au rêve américain. Au rêve américain, et qui, lui, a vécu à la surface et arrive à survivre en étant une sorte de zombie, mais en ayant gardé sa tête. Humain, quoi, de squelette. Il a une tête de squelette. Et le dernier, c'est un soldat qui a énormément d'ambition, qui est dans une faction de soldats fanatiques. Tu sens qu'il y a un culte, une secte, un endoctrinement religieux très, très, très fort. Et lui, il se rêve méga balèze et c'est un peu un pleutre. Oui. Disons que tu as raison, il y a ces 3 lignes narratives qu'il faut récupérer. Je t'avoue que moi, sur les 3, il y en avait une, j'avais déjà oublié, cette histoire de soldats avec des exosquelettes hyper balèzes et tout ça, ça m'intéressait pas de ouf. Bon, déjà, il faut réinvestir ce truc-là. Ok, et il y en a au moins 3 autres des arcs narratifs, 3 autres supplémentaires avec lesquels il faut raccrocher les wagons. Déjà, il y a beaucoup de flashbacks dans les années 50, et au fait, les flashbacks dans les années 50, ils sont pas là juste pour pop et te donner une clé de compréhension supplémentaire. C'est un vrai arc narratif, ce truc qui se passe en flashback dans les années 50. Donc il faut souvent y revenir et comprendre. En gros, on va t'expliquer comment le monde est devenu apocalyptique, mais il faut que tu suives ça aussi. Moi, j'avais un peu zappé. Il y a aussi un arc narratif d'un mec qui est enfermé dans un des abris tout seul avec une machine qui a un cerveau humain. J'avais totalement zappé ce truc-là. Et il y a aussi un arc narratif avec les anciens camarades de celle qui est montée à la surface pour chercher son papa. Eux, ils ont déménagé, je me rappelais plus trop, ils ont déménagé d'un abri à un autre
pour découvrir que l'abri qui est à côté du leur, c'est le même, mais en miroir. Enfin bon, je comprends que l'idée, c'est que tous ces petits gens en savent de plus en plus sur eux-mêmes et découvrent peu à peu le vaste univers de Fallout. C'est un peu beaucoup d'histoire pour moi. Hein. J'ai du mal à investir tout. Alors je sentais bien que autour de moi, dans la salle, quand je l'ai vu, il y avait tout plein d'influenceurs super geeks qui eux arrivaient à compute absolument tout ce qu'ils voyaient. Ouais, j'étais plus largué qu'eux. Ouais. Mais c'est aussi moi, tu me connais, j'ai parfois avec les lores, ce qu'on appelle les lores, c'est-à-dire les univers inventés pour une série ou pour un film, les lores très spécifiques, moi ça me perd souvent, hein, donc sauf Star Wars, mais voilà. Je voulais t'interroger sur le ton, puisqu'on est quand même entre une satire, il y a de la violence assez graphique, mais aussi une sorte de mélancolie du désert, de ce monde post-apocalyptique, on peut le dire. Hein. Ouais, j'ai trouvé hyper bien que le ton fun gore de la première saison est bien au rendez-vous. Et quand je dis fun gore, c'est exactement ce que c'est. C'est-à-dire que c'est le gore employé à faire quelque chose de complètement pas pulp, mais complètement c'est pour de rire, si tu veux. On est plus près de Tarantino que de Scorsese. Ouais, on est même... Puisqu'on avait parlé du gore sur Welcome to Derry, Welcome to Derry, tu vois, c'est pas du tout le même gore. Le gore de Welcome to Derry, il est horrifique. Il est vraiment gore, quoi. C'est vraiment des trucs qui te retournent un peu l'estomac. Là, le gore, il y a des têtes qui explosent dans tous les sens. Il y a des gunfights qui se finissent dans une violence, dans un bain de sang total. Mais il y a pas une seule seconde où t'es en empathie, où tu te dis c'est de la violence très premier degré. T'es là pour te marrer. C'est même un espèce de ballet de violence un peu fun, si tu veux, tout ça. Donc ça, c'est au rendez-vous, et c'est très chouette que ce soit au rendez-vous. Il y a quand même un peu de suspense mystérieux dans ce monde sans foi ni loi, où à chaque personne que tu croises, tu sais pas si tu vas te faire manger ou si tu vas te faire un copain. Donc ça marche toujours bien. Les moments que tu décris sont des moments où on fait... effectivement des clins d'œil à ce qu'était le monde avant l'apocalypse, donc les années 50 en gros, et moi je suis moins touché par ça, mais c'est personnel, voilà, c'est des moments où je me dis il va encore falloir retourner dans les années 50 là, bon. En tout cas, ça participe au décor, c'est assez cool. D'ailleurs, à l'événement où j'étais invité, ils avaient reconstitué vachement le décor années 50 pour nous accueillir dans ce cinéma. Donc, il y avait un petit peu des pompes à essence des années 50, et puis, je sais pas, des affiches rétro et tout. C'était marrant. Quand ça sert au décor, c'est assez cool. Quand ça sert au scénario, ça m'ennuie un peu, on va dire. J'ai vu des critiques qui disaient que ça aurait été plus simple si ça avait été pensé comme une série anthologique. Trouve aussi, à savoir la saison 1 qui suivrait un des personnages, la saison 2 un autre, la saison 3 un autre, comme ça, des espèces comme des nouvelles. La série ferait un recueil de ces nouvelles-là, et plutôt que ce côté feuilletonnant qui parfois peut perdre. Le truc, je suis d'accord avec ça, mais le truc, c'est que j'aime bien la mécanique scénaristique principale, c'est-à-dire l'axe principal, la colonne vertébrale, je l'aime bien. L'idée de cette fille qui est très belle et qui est en même temps une grande nunuche, qui a été élevée comme une privilégiée dans un abri où tout le monde apprend à être poli et apprend plein de trucs et se retrouve dans un monde sans foi ni loi à penser que le monde est gentil. Je trouve ça génial. Et puis elle cherche son papa, et au début elle cherche son papa en pensant que son papa est gentil, et là elle découvre que son papa c'est le pire des enfoirés, et mais elle continue à le chercher quand même. Et Kyle MacLachlan joue, on voit bien qu'on lui a demandé un petit peu de retrouver la note de Dale Cooper dans Twin Peaks, donc il joue un boy scout, mais un boy scout super méchant, et tout ça est pas mal, c'est marrant. Donc cette fuite, cette progression, cette course poursuite en gros de l'un et de l'autre, je trouve ça chouette. Après, comme je te l'ai dit, ça raconte trop de trucs, et puis il y a certains des arcs narratifs dont j'ai totalement oublié les enjeux, donc je regarde ça un peu défiler comme une vache qui regarderait passer un train, mais bon. Merci Gauthier, ça s'appelle Fallout, c'est la saison 2, c'est disponible sur Prime Video, et cette nouvelle sortie dans un calendrier déjà bien rempli, Gauthier t'a inspiré et t'avais envie de mettre les pieds dans le plat.
Alors Gauthier, vers où tu nous emmènes cette semaine ? Bah encore une fois, je vais vous raconter un petit peu la réalité de nos coulisses. Mais je pense que ça va raconter quelque chose sur où on en est des plateformes et de notre consommation de ces contenus. C'est que toi et moi, on a un problème qui est notre problème à l'année pour faire cette émission Originals, c'est qu'on essaye de voir venir les choses et de s'organiser pour planifier nos émissions et puis pour voir les contenus avant qu'on enregistre, évidemment. Et on découvre un truc, puisque c'est notre 2e saison, c'est un peu la 2e année qu'on constate ça, c'est qu'il y a des moments dans l'année où il y a masse de choses à couvrir, quoi. On est même parfois obligé de faire des émissions trop tôt par rapport à l'actualité, de les décaler parce que la même semaine sortent plusieurs événements. Ou de zapper des trucs dont on aurait aimé parler et Absolument. Au final on a fait d'autres choix et on peut pas revenir à la semaine d'avant. Donc, Exactement. Par exemple, on n'a pas parlé de Nero alors que c'est une série qu'on a vue tous les deux et qui nous a plutôt intéressés, même si on n'est pas passionné par la série. On aurait très bien pu faire un épisode sur Nero. Ou cette espèce de battle royale chez les samouraïs. Absolument. Il y a pas mal de choses comme ça. Oui, il y a des trucs qu'on aimerait couvrir et qu'on peut pas couvrir parce qu'il y a trop de choses qui tombent au même moment. Et on est un petit peu obligé de vous l'avouer, il y a des moments où il y a tellement rien de nouveau que les trucs qu'on couvre, on se force un petit peu à s'intéresser à eux, quoi. On va chercher un petit peu tout au fond des sorties, un truc qui se démarque un petit peu, et puis voilà, quoi. Ça veut pas dire qu'on vous recommande des trucs pas bien, attention. Ah non, bien sûr, mais ça veut dire qu'on est un petit peu obligé de forcer notre attention sur des trucs qui nous seraient peut-être passé en dessous du radar à d'autres moments. Mais par affinité, alors que c'est pas par rapport à leur qualité intrinsèque. Ah non, bien sûr. En faisant ça, d'ailleurs, parfois on découvre des trucs super bien, hein, on est très content de le faire. Mais ça dit quelque chose, c'est que en gros, il n'y a pas, je pense, encore de concertation entre les plateformes sur quand est-ce qu'on se positionne, quand est-ce qu'on place nos billes, et il n'y a pas de vue à long terme, si tu veux. J'ai même l'impression que c'est plutôt l'inverse, hein. C'est plutôt comme des joueurs de cartes qui auraient leur jeu bien fermé. Ouais. Dès qu'il y en a un qui move, on rajoute un +4 sur leur Uno, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je pensais que tu prendrais la métaphore du poker, mais c'est exactement le Uno. J'étais parti pour le poker, j'ai mieux. Ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire que si nous, on n'arrive pas à savoir longtemps à l'avance ce qu'ils vont sortir, vous imaginez bien que entre eux, ils ne le savent pas non plus, quoi. Et donc, quand Disney abat une carte bref à la dernière minute, bah évidemment, c'est un tremblement de terre et on est obligé de réarranger tous les agendas et tout ça, quoi. En gros, il y a des espèces de méga blockbusters de séries ou de films de plateformes qui sont eux annoncés. Et qui vont faire des jalons saupoudrés comme ça toute l'année. Cette année, par exemple, on sait qu'on avait Stranger Things, on sait qu'on avait Wednesday, on sait qu'on avait aide-moi. Squid Game, voilà. On le savait. On sait qu'on avait des trucs comme ça, mais même s'il y a des trucs bien ou pas bien, c'est pas la question. Des fois, c'est juste, ça sort du chapeau, quoi. Ouais, complètement. Alors, moi, tu me connais, mon métier n'est pas d'être critique de contenu de plateforme. Ça, c'est le passe-temps, c'est le hobby, c'est le petit truc en plus. Mon métier, moi, c'est d'observer l'industrie du cinéma, et donc je suis très habitué à voir l'agenda cinématographique s'établir très longtemps à l'avance et s'établir de manière dynamique. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas avoir les vacances de février ou même les vacances de Noël, c'est un cliché si tu veux, là, il y a souvent Disney qui te dégaine un avatar et qui te le place bien avant, quelques jours avant le début des vacances, et comme ça ils savent qu'ils vont dérouler toutes les vacances, que ça va être la caillasse mortelle, et que peut-être même si ça déroule bien, ils vont avoir les vacances suivantes, tu vois. Je me souviens de la trilogie du Seigneur des Anneaux qui était sortie à chaque fois mi-décembre. Exactement, voilà, c'est des fenêtres de tir qui sont hyper identifiées, et puisque les fenêtres de tir sont identifiées, les fenêtres de creux, les moments de creux sont identifiés aussi. Tu sais que, en gros, chaque année, le mois de mars, le mois de juin et le mois de septembre, il va rien se passer dans les salles. Et c'est pour ça que à chacune de ces périodes, il y a des festivals type la fête du cinéma ou le printemps du cinéma, etc. On met les places moins chères dans l'espoir de couvrir ces creux en faisant venir les gens avec des prix attractifs. Mais c'est pas parce que c'est des moments de creux qu'il y a rien à y faire. Par exemple, si tu vois que le mois de mars arrive, donc il y aura pas un gamin dehors, tu peux pas sortir des films familiaux, tu peux pas tabler sur le grand public français,
mais tu vas peut-être pouvoir mettre ta comédie avec Isabelle Huppert et Laurent Lafitte, parce que là, tu sais que ça intéressera beaucoup plus les enseignants, les seniors et tout ça, et que eux, ils s'en foutent que ce soit les vacances ou pas les vacances. Ils aiment bien aller au cinéma, donc s'ils voient que ça va arriver, ils vont se dire, je vais peut-être me faire une sortie ciné et tout ça. Donc l'agenda des sorties cinéma est quelque chose de très travaillé, très organique et tout ça. J'ai encore un petit peu l'impression qu'il n'y a pas du tout cette notion sur les plateformes, et c'est dommage parce que ça nous permettrait, nous déjà, toi et moi, d'avoir de quoi se mettre sous la dent tout au long de l'année, de pouvoir préparer ces moments aussi, de se dire là c'est l'émission qui va être très grand public, là c'est l'émission qui va intéresser un petit peu plus telle frange de la population et tout ça. Et puis, ça nous permettrait surtout d'éviter ces moments où c'est Noël et là, patatras, tout le monde sort avec son truc super incroyable qu'ils avaient gardé jusque-là. Et alors moi, j'ai identifié, en gros, la fin de l'année, Noël, tout sort. Et aussi, il me semble, la charnière juin-juillet, là, comme ça va être les vacances, c'est pareil, ils déversent tout à ce moment-là. Et c'est chaud. C'est chaud, on peut pas travailler très bien comme ça, nous. Surtout que c'est à chaque fois les moments où on fait un break. Oui, en plus. Parce qu'on est calé sur un temps média qui commence en septembre, qui s'arrête en juin, avec un petit break pour les fêtes de fin d'année. Mais d'ailleurs, on aurait pu penser qu'il y aurait quelque chose hérité du monde des séries télé diffusées sur des chaînes. Qui avait longtemps établi un calendrier pour les séries jusqu'à l'arrivée des plateformes il y a à peu près une dizaine d'années. Les séries qu'on regardait, elles étaient issues de la télévision américaine ou du câble américain ou des chaînes payantes américaines. Et comme tout ça était diffusé en linéaire, on avait des rendez-vous. Exactement. On savait qu'il y aurait l'épisode de Thanksgiving, qu'il y aurait le break de Noël, qu'il y aurait une reprise. Les saisons premières, c'est tout le temps au mois de septembre-octobre. On sait très bien que ça va s'arrêter en mai-juin, qu'on saura les renouvellements à peu près en avril. C'était cadré. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait des saisons de 22 épisodes, parce qu'il fallait tenir sur une grille de télé pour tenir toutes les semaines, tout le long, avec les breaks, les trucs sportifs qui faisaient des coupures et ce genre de choses. Et là, non, on est sur une plateforme autonome. Elle peut diffuser comme elle veut, les durées qu'elle veut. On a déjà parlé des durées, on a déjà parlé des formats. Voilà, il y a aussi quelque chose autour de l'agenda qui est aussi bouleversé par l'arrivée des plateformes. En plus, il y a un truc qui est un peu anarchique, c'est que selon les plateformes, ils diffusent pas, ils n'ont pas la même politique de diffusion. Il y a les Netflix qui te disent tiens, voilà une saison, bouffe là quoi. Voilà, et il y en a d'autres qui disent nous c'est les 3 premiers épisodes, puis après t'en auras un par semaine. Après et puis moi j'aime bien alors ça c'est mon truc préféré, c'est tiens en v'là 3 et la semaine d'après en v'là 3 et la semaine d'après en v'là 3. Oui. Ça j'aime bien parce que du coup tu peux te faire une petite soirée d'1h30, 2 heures où tu te fais une sorte d'arc narratif. Voilà, moi j'aime bien un épisode c'est un peu chiche. Tout d'un coup, c'est écœurant. Ouais, c'est le bordel. C'est écœurant, t'as même pas le temps En vrai, c'est même pour eux, c'est un peu bizarre parce que du coup, le momentum où tout le monde va parler de cette série, c'est la semaine avant, le moment où elle sort, la semaine après. C'est fini. Ouais. Donc tu peux t'abonner un mois. Et pour eux, c'est pas hyper bien. Alors qu'un truc qui s'échelonne et qui dure dans le temps, t'es obligé de t'abonner 2-3 mois des fois pour voir les 10-12 épisodes. Donc j'aime bien ce truc de en 3 fois, tu mets à cheval sur 2 mois. Ouais, c'est pas mal. Mais tu vois, enfin, la précédente saison, on parlait de 2 contenus. Donc on faisait toujours un contenu d'actualité, un contenu de recommandation. Et la semaine où est arrivé Bref 2 et White Lotus saison 3 en même temps, heureusement qu'on avait ce format-là qui nous permettait de parler de l'un et de l'autre. Mais si c'était arrivé là maintenant, on aurait été mal, parce qu'on aurait dû les couvrir sur 2 semaines différentes, alors que vraiment les 2 arrivaient au même moment. Donc nous, ça nous fait un peu... Ça nous donne un peu envie de dire aux plateformes, parlez-vous les gars, quoi. Parlez-nous. Oui, mais c'est pas que nous, Gauthier et Romain, c'est nous, la presse, les analystes, les speakers de justement. Mais je pense qu'ils bénéficient pas de ça et que c'est pas un truc qu'ils font de manière calculée. Je pense que c'est simplement le symptôme d'une industrie qui est encore un petit peu neuve, si tu veux. Et que j'espère, dans 10 ou dans 20 ans, ça sera beaucoup plus... Il y aura une architecture plus claire. Je vois bien le truc arriver un jour où même eux sont pas au courant qu'il y a une série taïwanaise qui débarque, qui a été un carton à l'autre bout du monde, et tout d'un coup ça arrive là comme ça, je sais pas, sur Netflix Portugal, ils savent pas ce que c'est. Enfin, tu vois, je les vois bien le découvrir quasiment en même temps.
Oui, ou presque. Oui, ou je pense qu'il y a un jour où ils vont finir par se dire c'est dommage parce que nos grandes séries avec, je sais pas, Jude Law et Jason Bateman, finalement, elles font pas les views qu'elles devraient faire parce que on les drop au dernier moment comme ça sans en parler à personne. Donc on a parlé de leur capacité et de leur manque justement de réussite pour créer un moment justement de visibilité autour de leurs films de plateforme. Les séries, ils y arrivent assez, sur en tout cas celles sur lesquelles ils ont décidé de communiquer. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres où on se dit, bon, mais est-ce qu'ils y croyaient eux-mêmes pour les avoir passés comme ça ? Bah, ça donne ce sentiment-là. Après des plantades, il y en a, ça existe parfois, même au cinéma. Parfois, tu sors un film qui s'appelle, je sais pas, Running Man, fait par Edgar Wright et avec Glenn Powell dans le premier rôle. Et puis le truc, il fait 1,5 million d'entrées en France, et puis il remonte pas son budget à l'international et tout ça. Bon, bah voilà, ça arrive des plantades, si tu veux. Mais Running Man, c'est pas une plantade qui tombait comme un cheveu sur la soupe, si tu veux. On a été très préparés à voir ce film en amont. Même parmi les séries dont on a traité cette année, il y a des trucs, ils sortent. Tu penses que ça va être tu sais pas au fait. Ils les sortent sans prévenir et puis nous on les traite ici en espérant que ça devienne quelque chose et puis ça devient pas grand chose finalement. Moi Duster par exemple, la nouvelle série de J.J. Abrams, je pensais que c'était un truc et au fait c'est pas tellement un truc c'est dommage. Enfin faudrait, moi je rêve même de pouvoir consulter genre un magazine papier qui serait sur ma table basse et qui me dirait de ce mois-ci qu'est-ce qui va sortir sur toutes les plateformes et tout ça. C'est... Peut-être pas, oui, ou même un site ou un truc comme ça pourrait très bien faire la blague. Bah oui. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Gauthier. Je te propose d'enchaîner avec l'agenda des sorties d'ici la fin de l'année. Et oui, parce qu'on va parler cette semaine des sorties qui sont comprises entre le 15 décembre et le 1er janvier, tout simplement. Alors, pas toutes, évidemment. Vous avez bien compris que le calendrier est pléthorique en cette fin d'année. Mais voilà, on va commencer déjà par Disney+, qui, dès le 17 décembre, propose la saison 3 de Tracker. Est-ce que tu avais jeté un œil ou vu ou entendu parler de Tracker déjà ? Je vois plus ce que c'est. Tu vas me dire ce que c'est. Tracker, c'est une série policière, une sorte de drame. C'est tiré d'un roman. On suit un mec qui s'appelle Colter Shaw, qui est joué par Justin Hartley. Et c'est une sorte de pisteur survivaliste qui oui, ça m'en revient. Qui parcourt tous les États-Unis et qui aide des particuliers, les forces de l'ordre à résoudre des affaires difficiles. Ouais, t'en avais déjà parlé ici. Ouais, j'en avais parlé. En fait, ça, tu vois, c'est typiquement une série qui est héritée des chaînes en linéaire, donc diffusées en télé aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a 22 épisodes. Ah ouais, d'accord. Mais des épisodes un peu plus courts. Ouais. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est la saison 3. Évidemment, dans cette multitude de petites histoires, il y a une grande histoire, une quête d'identité de ce personnage avec son frère, le père, l'absence du père, etc. Et le fameux frère, il est joué par Jensen Ackles, qui vient un petit peu cachetonner ici. Jensen Ackles, l'un des héros de Supernatural, par exemple. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le 18 décembre, sur Netflix, on est reparti pour une saison 5. C'est la saison 5 de Emily in Paris. Voilà, 10 épisodes. Alors attention, Emily in Paris, in Italis. Ah. Puisque cette saison 5, elle va explorer donc la vie professionnelle d'Emily, qui part en Italie, qui va tenter de s'imposer sur tout nouveau marché en jonglant avec évidemment ses relations personnelles. Et notamment, j'ai noté, son flirt avec Marcello. Alors, je sais pas si tu sais ça, mais moi j'ai vécu très très longtemps à Paris, pas loin de là où Emily vit dans la série. Et récemment, je suis retourné dans mon ancien quartier, dans ces quelques rues là qu'il y a autour de la place de la Contrescarpe, et j'ai vu des gens qui se prenaient en selfie, mais comme des oufs. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec des bérets, des marinières. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, il s'est passé Emily in Paris, et
tout le succès qu'on lui connaît maintenant. Et donc voilà, j'ai pas cohabité avec Emily in Paris, mais voilà, elle a emménagé dans ce quartier-là juste après mon déménagement. Lily Collins, donc la fille de Phil Collins, pour ceux et celles qui ne le savaient pas. Et donc on sera un peu à Rome, à Paris, et peut-être à Venise. Et parmi les nouveaux visages, on va retrouver Michel Larocque, figure-toi. Ah, marrant. Voilà, qui jouera Yvette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, on fait un petit coucou à quelqu'un qu'on connaît. À Michel Larocque. À Michel Larocque et à une certaine Léa qu'on connaît qui a joué dans Emily in Paris. Donc je ne sais pas si elle sera dans cette nouvelle saison. J'en ai aucune idée. Petit saut dans le temps, on se retrouve le 24 décembre. Et quoi de mieux le 24 décembre sur Netflix qu'un film sur l'esprit de Noël? Ah. Sauf que non, je t'ai eu, Gauthier. Ah. Ça s'appelle Goodbye June et c'est un film de Noël. Mais un film de Noël, c'est plutôt un drame qui se passe le jour de Noël. D'accord. On retrouve Hélène Mirren, Kate Winslet, Toni Collette, Timothy Spall, du beau monde en l'occurrence. Pourquoi? Pour la première réalisation de Kate Winslet. Ah, d'accord, c'est ça, oui. Écrit par son fils, Joe Anders. Et donc voilà, c'est quoi? C'est qu'à l'approche de Noël, une mère dont la santé se détériore organise en quelque sorte son propre repas d'adieu en réunissant ses 4 enfants et leur père. Et au fil de cette réunion, c'est l'occasion d'échanges familiaux plutôt intenses où frères et sœurs doivent faire face à leurs conflits, leurs rancunes et leurs émotions brutes, tout en cherchant à profiter de leurs derniers moments ensemble. Toute ressemblance avec la réalité est bien sûr pas du tout fortuit. Mais tu sais, le truc de Noël, c'est un skin, hein, en fait. Le film de Noël, ça va pas être une comédie familiale populaire et tout ça. Toi, tu connais des films d'action de Noël, par exemple? Oh, bah Die Hard, voilà. Gremlins. Tu connais des films d'horreur de Noël? Oui, Bad Santa, oui, des trucs comme ça. Là, ouais, exactement. L'année dernière, il y avait Silent Night. Tout à fait. Un truc comme ça qui était sorti. Donc un film de Noël, ça peut être un film fantastique, ça peut être un drame, ça peut être une comédie, ça peut être un film d'action, ça peut être tout. Tant qu'il y a un sapin dans un coin, c'est bon. Alors, je connais peu de films de science-fiction de Noël. Ah, je suis sûr que... oui. Mais il doit y en avoir, ça doit exister. Juste après Noël, pour digérer, 26 décembre, on passe sur Prime. C'est un autre film, ça s'appelle Roofman. Et c'est inspiré d'une histoire vraie qui mêle crime, comédie dramatique et éléments romantiques. C'est réalisé par Derek Cianfranci. Est-ce que tu sais qui c'est? Oui, on le connaît parce qu'il a fait Blue Valentine, il a fait Sound of Metal, The Place Beyond the Pines. The Place Beyond the Pines, ça c'est un très très bon film. C'est très très bien. Ouais. Et du coup, c'est tiré d'une histoire vraie, celle de Jeffrey Manchester, qui est donc un ancien militaire qui est devenu voleur méthodique et qui cambriolait les fast-food en passant par les toits. En passant par le toit. Voilà. Ouais. Et après une évasion de prison, il finit par se cacher plusieurs mois dans un Toys R Us. Et là, il prend une fausse identité et il tente de survivre tout en développant évidemment une relation avec son coup de foudre, une mère divorcée, et se met à nu au risque de compliquer sa fuite. C'est avec Channing Tatum et Kirsten Dunst. Exactement. Ouais. On retrouve aussi Juno Temple ou Peter Dinklage ou Ben Mendelsohn, l'un de tes sosies. Et j'ai très envie de le voir, ce film. Je suis très content qu'il sorte. Le 31 décembre, pendant que vous serez en train de passer le balai pour accueillir vos amis, vous aurez la possibilité de regarder un film aussi sur Prime Video qui s'appelle Trap House. C'est un thriller d'action qui mêle poursuite, criminalité organisée et dynamique familiale explosive. Mais pourquoi vas-tu me dire? Eh bien, tout simplement parce qu'on va y retrouver Dave Bautista. Ah, l'ancien catcheur devenu acteur, l'un de ceux qui a le mieux peut-être négocié ce virage-là, mieux que peut-être The Rock ou John Cena. Ouais, encore que The Rock, il va être aux prochains Oscars. Hein. Il sera nommé aux prochains Oscars, c'est sûr. Est-ce qu'il l'aura? Pas clair, mais bon. Les trois, je trouve qu'ils ont pas trop mal négocié, chacun dans leur genre, le virage catch cinéma. Alors, ça se passe où? Ça se passe évidemment à El Paso, au Texas, où un agent de la DEA, donc en gros, c'est les douanes. Oui. Les douanes, qui est avec son partenaire et qui se retrouve confronté à un jeu mortel de chat et de souris lorsque leurs propres enfants à eux, adolescents, en utilisant les mêmes techniques qu'ils ont entendu parler, papa, maman parler, etc., et commencent eux-mêmes à voler de l'argent à un cartel. D'accord. C'est une très bonne idée de voler de l'argent à un cartel. Voilà. Ça va finir bien. Toujours. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, l'éléphant au milieu de la pièce, le 26 décembre, et le 1er janvier, c'est Stranger Things, partie 2 et partie 3, 3 épisodes, donc le 26 décembre.
et un épisode qui fera office de grand final le 1er janvier. Voilà, on rappelle que le volume 2 met en avant l'escalade des combats contre le personnage de Vecna et les enjeux dramatiques pour Eleven, Will, Joyce et le reste de toute la troupe de Hawkins. C'est toujours réalisé par les Duffer Brothers et que tout le monde est là, y compris Jamie Campbell Bower qui joue Vecna et Linda Hamilton qui a débarqué dans la saison 5. Donc voilà, nous on a décidé de pas en parler. Voilà. D'en parler une fois qu'on aura tous et toutes tout vu. Donc on en parle début janvier. Ce sera notre première émission de 2026 si tout va bien. Je rappelle aussi que pour ceux et celles qui aiment bien, la version longue du Seigneur des Anneaux 1, 2 et 3 est disponible sur HBO Max cette semaine et aussi je crois sur Prime. Super, on va pouvoir se faire un marathon. Ce sera tout pour les sorties et c'est là-dessus que va s'achever notre émission. C'était Original, saison 2, épisode 16 et on remercie bien sûr notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien et Magic Andou au montage. Merci Andou. On se retrouve nous la semaine prochaine, figurez-vous, vendredi à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et le grand bilan de fin d'année bien sûr. Et joyeux Noël. Et bye bye.